Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et aujourd'hui, la première ministre Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes du projet de réforme des retraites. L'âge légal de départ à la retraite passera donc à 64 ans contre 62 actuellement, au rythme de 3 mois de plus par an. Une durée de cotisation qui sera donc de 43 ans pour une retraite à taux plein. La réforme entrera pleinement en application en 2030. La pension minimum sera de 1 200 €, soit une augmentation de 100 € par mois. Les régimes spéciaux devraient disparaître pour plus d'équité entre les métiers. Et en ce qui concerne les carrières longues, eh bien, on prend des petits exemples. Si vous commencez à travailler à 15 ans, vous pourrez prendre votre retraite à taux plein 44 ans plus tard, donc à 59 ans. Si vous commencez à 17, ce sera 61 ans. Si vous commencez à peu près dans les 20 ans, vous finirez de travailler à 62 ans. Elisabeth Borne qui a également annoncé la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle qui sera doté de 1 milliard d'euros. Une réforme qui devrait être débattue dans la semaine du 20 janvier prochain, mais avec 70% des Français opposés à cette réforme, eh bien, le climat social ne devrait pas tarder à se détériorer. Les laboratoires d'analyse médicale, eux, suspendent leur mobilisation. Malgré effectivement cet arrêt, eh bien, ils dénoncent tout de même la réduction de 1,3 milliard d'euros d'aide pour leur secteur. Pour le gouvernement, il s'agit de récupérer les excédents de profit réalisés pendant la période Covid. Une mauvaise stratégie et un mauvais calcul pour les laborantins qui se retrouvent lésés. Regardez. Nous sommes mobilisés donc depuis plusieurs mois pour lutter contre la volonté du gouvernement qui était de réaliser une ponction de près d'1,3 milliard sur la biologie médicale. L'objectif était pour le gouvernement de récupérer le profit que nous aurions fait durant la crise Covid. Ce profit n'est pas d'1,3 milliard mais de 850 millions. Il faut se rappeler que ces examens ont été réalisés dans un contexte sanitaire qui était un contexte tendu et nous avons réalisé des tests sur la demande, voire même l'injonction du gouvernement. Souvenez-vous, à l'époque, il fallait tester pour protéger le territoire. Donc il nous est apparu totalement incohérent et injuste que moins d'1 an après, on considère que ces sommes qui auraient été engrangées par la profession soient rétrocédées dans le cadre du PLFSS 2023. C'est ce qui a motivé notre premier mouvement de grève que nous avons eu en novembre, que nous avons renouvelé en décembre. Et face à l'autisme du gouvernement, nous avons décidé la fermeture des laboratoires à compter de lundi, donc hier, jusqu'à dimanche prochain. Nous avons une excellente nouvelle, c'est que ce matin, donc au niveau national, suite aux reprises des discussions avec la CNAM et le ministère de la Santé, la grève est suspendue. Nous en sommes très heureux, bien sûr, parce que notre volonté est de pouvoir très rapidement réouvrir nos laboratoires, garantir le soin de nos patients. Nous avons pu obtenir ce que nous avions acté, c'est-à-dire une contribution exceptionnelle pour 2023, parce qu'on est tout à fait conscient de la nécessité de participer aux efforts d'économie sur la santé. Mais par contre, pour les années 2024 à 2026, ce sont des négociations qui vont avoir lieu avec la CNAM et le ministère sur le modèle de ce qui se faisait autrefois. C'est ce qui nous permettra d'avoir une certaine visibilité pour l'avenir et ce qui nous rassure à la fois pour le service et pour nos patients. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous vous parlons de ces usagers de la Poste qui se plaignent de plus en plus des surtaxes à régler à la réception de leurs colis. Le syndicat Sud PTT Gua dénonce donc un service public à double vitesse qui profite de ses clients et met à mal aussi les emplois. Regardez. Nous venons voir directeur à centre de tri là, il a fait une intervention en les chaînes azote, mais il n'a jamais parlé de oh là l'argent la caille et pour qui moun qui poche quelqu'un rentrer. Alors ça nous devons dénoncer ce jour là, c'est que on peut pas ni un service public
à double vitesse. Ça n'est pas normal. Ça a premièrement pénalisé la population de la Guadeloupe et deuxièmement, ça a engendré une vague de suppression d'emplois dans les jours, dans les mois à venir dans la post-Guadeloupe. Alors, il faut savoir qu'un colis, là où il est sorti en France, il vient ici, il sait quoi crier, il y a un coût déjà en l'air, un coût du transport qui est assez élevé. Et on dit deuxièmement, c'est quoi crier l'octroi de méo. Et l'autre but là, on dit c'est quoi qui ont TVA quand ils prennent l'air. Et troisième taxation là arrivée depuis janvier 2022, eh bien c'est quoi qui est les frais de gestion. Alors frais de gestion, c'est la Poste décidée en début à 2022 de prendre taxation là. C'est-à-dire c'est qu'a fait dédouanement à l'écolis. Et là où il a dédouané un colis, il prend chaque colis dédouané en frais de gestion de 7,50 €. Alors il faut savoir ça qui n'est pas normal non plus. Dans un pays en dehors, c'est-à-dire en France, si on réserve un colis, il n'y a pas de frais de gestion. 5 gens qui réservent un frais de gestion, c'est si le colis là sorti hors Union européenne. Alors même que la directrice que le journal a dit, c'est en directive européenne. On ne peut pas appliquer en directive européenne alors qu'on ne peut pas en tout cas reconnaître la Guadeloupe comme un pays déjà français et encore moins européen. Parce que c'est pour ça qu'il y a une taxe de frais de gestion là. C'est parce que nous considérons comme un pays hors Union européenne. Et dans l'octroi de mer là, il faut savoir qu'on a 7,5% qui caille pour les communes, ces taxations-là, et on a 2,5% qui caille pour la région. Mais sans là, ça, et ça a fait un prix exorbitant du colis, et ça nous a dit que la préoccupation première à nous à Subtétégrade, c'est que dans l'avenir, ça ou Kenny, ça va créer des suppressions de postes si ça arrêtait en l'état. Et c'est ça nous a dénoncé ce jour-là. Il faut nous interpeller l'opinion, nous interpeller les élus qui sont responsables pour dire qu'il y a plus de centaines d'emplois qui ont géré. Alors organisez-vous pour déjà pas pénaliser la population, parce qu'en plein 2022, nous bien voyons que les colis augmentaient de 20% par rapport en pleine crise. Alors même que tout côté dans le monde, colis en tout cas qui a augmenté, sauf en Guadeloupe où il y a une diminution. Nous avons un chiffre réel qui en décembre 2021, où il y a à peu près 58 000 colis qui rentrent en Guadeloupe. Eh bien, en décembre 2022, on y a à peu près une trentaine de mille colis qui rentrent en Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a une baisse significative à ces colis-là, ça. Et ça nous peut être en silence. Nous avons dénoncé. Ils sont en train de couper pour chaque Guadeloupéen. Ils sont en train de réduire Guadeloupéens à acheter ou de pas commander parce que j'ai de la pouvoir d'achat là. Nous savons qu'ils réduisent tout le monde. Nous avons perte de pouvoir d'achat. Et si on peut commander pour soulager le portail, eh bien, c'est normal qu'elle commande en bas là. Mais malheureusement, elle est commandée. Ça va venir plus cher qu'elle s'est acheté ici. Alors, nous pas considérer comme français, nous pas considérer comme dans l'Union européenne. Il faut ôter cette taxe ça et pour les Guadeloupéens peut ça commander et pour aussi garder les emplois en disant la poste. L'Union nationale des centres communaux d'action sociale se penche sur le cas des territoires d'outre-mer. Une volonté marquée par Luc Carnouvaz, président de l'UNCCAS, actuellement de passage sur le département. Venu échanger sur les problématiques rencontrées par nos territoires en termes de logement, d'emploi, d'insertion. Il a à charge de faire remonter toutes les infos au national pour une meilleure prise en compte. Regardez. C'était une promesse que j'avais faite lors de la campagne il y a maintenant 2 ans dans le cadre de mon élection comme président des CCAS de France. J'avais dit que je ferais des Outre-mer ma priorité. C'est vrai qu'en échangeant, nous voyons que les problématiques sont quasiment les mêmes sur tous les territoires, sauf quand même Désirade qui est un territoire insulaire, donc il y a d'autres problématiques beaucoup plus un peu plus grave en tout cas en termes de la gestion, mais c'est vrai que c'est plus ou moins similaire. L'idée aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, c'est que toutes ces problématiques soient portées au national, de manière à ce qu'il y ait des solutions, des propositions, de manière à solutionner toutes ces problématiques. Alors c'est sûr qu'en matière d'action sociale, il faut un réseau, il faut des échanges. Et il faut bien sûr échanger l'expérience sur le terrain. On a bien remarqué à travers nos échanges que les problématiques sont pratiquement les mêmes. Bien sûr, nous avons nos spécificités, notamment le problème de l'eau qui se pose, mais en matière de diagnostic sur le territoire, nous retrouvons quand même les mêmes problématiques, problèmes de logement, problèmes d'emploi, problème de domiciliation, on l'a bien dit aussi. Donc c'est important d'avoir pu échanger et puis pouvoir trouver à travers
tous ces échanges des solutions. Donc nous souhaitons que l'Union nationale, effectivement, puisse faire entendre nos voix au niveau du gouvernement. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inventivité. Parce que c'est un territoire qui a les problèmes que l'on connaît, de chute de la démographie, d'indicateurs de pauvreté extrêmement forts par rapport à la métropole. On a des problèmes de santé mentale. La Covid est passée par là encore de manière plus forte et plus violente. Et pour autant, moi ce que je dis à tous mes collègues dans ce tour de France, je leur dis, il y aura un après et il y avait eu un avant Covid. Et l'après-Covid, c'est d'avoir appris à travailler tous ensemble. Cette maladie française de travailler en silo, chacun dans son couloir, plutôt que d'apprendre que le bloc communal, avec le bloc départemental, le bloc régional, les services de l'État, les grandes associations, peuvent ensemble créer de belles synergies. Il y a cette envie, cette ambition, on l'a encore vu ce soir ici, de pouvoir apporter toujours plus de réponses. Ça me motive comme président de l'UNCAS. Moi, vous savez, je suis un bénévole dans tout ça. Comme je l'ai dit en faisant rire le président du département cet après-midi. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter. Sinon, mon envie, peut-être un peu la fougue, mais surtout mon ambition politique, d'aider l'ensemble des territoires de notre beau pays. Et les Outre-mer en font largement partie. Et j'avais fait une promesse. Je l'ai dit, c'est d'être avec les Outre-mer une priorité, mais surtout d'aller dans tous les territoires d'Outre-mer. Et nous irons en Martinique, nous irons en Guyane, nous irons en Polynésie, nous irons partout, parce que c'est comme ça que moi je vois mon boulot. Après, il faut attendre des résultats effectifs. En attendant, en Guadeloupe, 12% de la population est en grande pauvreté, contre 2% en Hexagone. 11% des retraités ici sont pauvres, contre 1% au national. Une grande misère donc, prise en charge en partie par les centres communaux d'action sociaux. Regardez. On sait qu'en Guadeloupe, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile. Depuis la Covid, puis la crise économique, la crise sociale, il y a beaucoup de familles qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté. Que nous puissions avoir le président de l'Union nationale des CCAS qui vienne en Guadeloupe pour s'imprégner des difficultés que nous avons, mais aussi de l'approche que nous avons et des solutions que nous proposons, pour qu'au plus haut niveau de l'État, qu'on puisse nous entendre, nous accompagner, à faire en sorte que nous puissions améliorer la situation des familles guadeloupéennes, des jeunes Guadeloupéens, mais aussi des Guadeloupéens qui sont en demande d'emploi et qui sont des seniors. C'est important pour nous de pouvoir le faire. Et si cette voie-là peut nous servir demain pour aider les Guadeloupéens, aider les familles, eh bien, tant mieux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça nous a permis de redynamiser l'Union départementale. Ça nous a permis aussi de rencontrer nos partenaires que nous avons déjà rencontrés, mais de manière beaucoup plus formelle aujourd'hui. Ça nous permettra demain d'avoir des perspectives pour l'Union départementale et pour les CCAS avec des conventions que nous allons travailler et signer, évaluer celles que nous avons mises en place, mais vraiment repartir dans une nouvelle dynamique où les politiques d'action sociale, les politiques sociales prendront toute leur place en mutualisation avec les autres institutions. Les CCAS ont le premier rôle. Ce n'est pas seulement important, c'est un rôle primordial. C'est-à-dire que c'est l'institution aujourd'hui qui est en contact direct avec ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans la misère sociale. C'est là où on met le doigt dans le problème. C'est quand on est au CCAS, quand on est maire, quand on est président du CCAS, quand on est vice-président du CCAS, administrateur du CCAS, personnel du CCAS, oui. On est conscient parce que la misère, on n'en parle pas seulement, on la vit avec les autres. Parlons maintenant de Cap Excellence, qui en ce moment affine les conditions de sécurité autour des défilés carnavalesques. Lors de visites, les techniciens ont pu constater le mauvais état des routes, avec ces trous béants dans la chaussée, le défaut d'éclairage public et l'amoncellement des déchets. Des problématiques en cours de résolution avec la mairie de Pointe-à-Pitre. Regardez. Alors, depuis bien 3 mois, Cap Excellence travaille à la sécurité du carnaval. Alors, au début du mois de novembre, nous avons eu une réunion avec le secrétaire général de la préfecture et nous avons aussi rencontré les agents de sécurité, la police nationale, la police municipale. C'est tout un staff qui est en place pour assurer la sécurité des carnavaliers. Alors c'est vrai que le dimanche 1er janvier, nous avons déjà en amont, nous avons fait un diagnostic à pied et un diagnostic en roulant, en voiture, pour voir un peu quelles étaient les difficultés que les groupes étaient susceptibles de rencontrer.
Et donc nous avons bien constaté qu'il y a des trous dans la chaussée, qu'il y a un problème d'éclairage, mais tout ça ne relève pas de Cap Excellence. Ce sont des problématiques qui relèvent de la ville de Pointe-à-Pitre essentiellement. Nous avons tenu nos réunions habituelles, une réunion par semaine, et nous avons évoqué tout cela, bien entendu avec l'adjoint au maire chargé de la sécurité de Pointe-à-Pitre, qui nous a dit que les choses étaient en train de se mettre en place. Et effectivement, nous avons constaté que depuis aujourd'hui, lundi, il y a des réunions qui se font, des rencontres et des entreprises qui sont déjà à pied d'œuvre pour que dimanche prochain, après la sortie des rois, pour que dimanche prochain, les choses s'améliorent sensiblement. Donc, nous remercions la ville de Pointe-à-Pitre pour l'effort qui a été fait. Cap Excellence travaille main dans la main avec la ville de Pointe-à-Pitre. Et au niveau de la voirie, il y a un effort qui est fait, notamment au niveau de la tour Cécile, il y a un rubalisage qui est fait là. Donc, il y aura une amélioration nette de ce côté-là. De même que pour l'éclairage public, il y a aussi un travail qui est commencé depuis ce lundi dernier. Donc, nous attendons mieux. Tout ne se fera pas d'un claquement de doigts, mais la ville de Pointe-à-Pitre nous assure que les choses vont s'améliorer d'ici dimanche prochain. Le souci du président de Cap Excellence, Éric Jalton, c'est que les choses se passent bien, sans incident. Enfin, en tout cas, que tout se passe bien, que la population soit en grande sécurité. C'est pour cela que chaque semaine, une fois ou deux fois, quelquefois dans la semaine, nous nous rencontrons pour préparer ce carnaval, le service sécurité, les agents de sécurité, la police nationale, la police municipale, Cap Excellence, la ville de Pointe-à-Pitre, tous ensemble, nous faisons l'effort de nous rencontrer pour tout organiser, pour que les choses se passent au mieux. On attend vos retours après effectivement les déboulés et défilés de ce dimanche pour voir effectivement si la situation s'améliore ou non. Et maintenant, on fait un petit focus sur la classe prépa commerce du LGT Bainbridge. Ici, nous sommes en ECG, donc c'est la prépa commerce, c'est comme cela qu'on disait les choses avant, une prépa commerce qui prépare nos étudiants en 2 ans, voire 3, aux grandes écoles de commerce. Il y a évidemment d'autres moyens d'accéder aux écoles de commerce, mais ça reste la voie royale, précisément parce que c'est une filière qui est encore un peu généraliste, où ils ont toutes les matières, où finalement ils sont obligés de continuer, de travailler, d'avoir un regard sur le monde hyper ouvert, de continuer à être curieux, de se former le mieux possible et le plus possible, surtout pour être prêt pour les challenges de demain. C'est un niveau qui est très exigeant parce que on a l'habitude de dire que les années comptent au double en fait. Leur niveau en sortie de 2e année quasiment équivalent au niveau de master. Donc c'est très exigeant. C'est la raison pour laquelle les élèves qui sont déjà excellents au lycée cherchent à nous rejoindre. Mais j'insisterai aussi sur le fait que des élèves parfois moyens au lycée se révèlent en fait face à l'épreuve du concours. Face à une telle exigence, ils sont amenés à se dépasser et à atteindre des niveaux qu'ils n'auraient même pas imaginés. C'est une voie qui m'a toujours été dite comme étant une voie d'excellence, qui demande aussi beaucoup de rigueur et d'encadrement. Et me connaissant, je savais que notamment à l'université, j'allais être trop perdue. Je trouvais que ça ne me correspondait pas, qu'il y avait trop de personnes justement dans un amphi, et que la classe prépa, ce sont des classes à taille humaine. Du coup, ça me correspondait plus. Et la formation également, qui est une formation d'excellence. Ici, la prépa, ce qui est bien, c'est que elle nous encadre et elle nous donne aussi un fil conducteur qui nous permettra ensuite d'aller vers d'autres débouchés qui seront meilleurs pour l'avenir. Chaque personne ici est venue avec des certaines facilités, mais surtout un objectif. Ici, ce qui nous regroupe, c'est qu'on a tous un objectif d'aller dans une grande école. On est tous motivés. Ouais. Donc c'est ce qui nous réunit et qui nous permet de toujours viser le meilleur. Les jeunes n'ont plus tellement l'occasion de se frotter à des choses difficiles. Et là, en fait, on accueille déjà des élèves de tous les horizons. Donc on peut accueillir de très bons élèves. Nous avons en particulier cette année une excellente classe de ECG, première année. Il y a vraiment des élèves qui ont un très très bon niveau et nous accueillons aussi des élèves moyens, des élèves qui sont un peu moins à l'aise. Mais en fait, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est en fait le dépassement de soi. Et ça,
C'est ce que je trouve vraiment fabuleux. Passez-moi le mot génial, comme disent les élèves, même génialissime, comme le dit une de mes amies, le dépassement de soi qui est permis grâce à cette formation de haut niveau. Donc on peut aller bien au-delà de ce qu'on imaginait être capable de faire. Un reportage signé Maxime Morel. Parlons maintenant d'une discipline qui mêle sport et art, en l'occurrence la gymnastique artistique, par le biais effectivement du club Mosaïque Gym Guadeloupe. Alors c'est vrai que globalement quand on parle de la gym, les enfants pensent beaucoup aux roues, aux roulades, donc c'est un petit peu le point commun qu'on a avec la gymnastique aux agrès, même si c'est pas l'essentiel de notre pratique, mais je pense, nous on a eu une grosse augmentation du nombre de licenciés, on essaye de multiplier les actions pour que les parents voient ce que ça donne, que les enfants aient l'occasion de présenter leur travail. Et je pense que ça joue, et d'ailleurs merci à Canal 10 d'être là ce soir, parce que la visibilité va aussi permettre à plus d'enfants, de jeunes filles, de connaître ce type d'activité et d'avoir envie de se diriger vers ces pratiques-là. Surtout qu'au-delà du rêve, et avec le rêve, il y a vraiment un potentiel non négligeable sur le territoire, et les années passant, on va vraiment arriver, on est déjà en train de faire des très belles choses. Je pratique la gymnastique depuis que je suis petite, donc j'ai été plongée un peu dans l'univers depuis très longtemps et ça m'a plu. Alors la sélection, on a fait une compète avec la Martinique et la Guyane, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quelques erreurs durant mon passage, mais ça s'est plutôt bien déroulé globalement. J'espère faire un bon classement et surtout me faire plaisir pour ne pas regretter plus tard. Aujourd'hui, on est un peu en deçà de ce qu'on pourrait imaginer. Tout le monde connaît le football, voire même le tennis, mais un petit peu moins la gymnastique. Pour autant, vous savez que c'est le sport olympique numéro 1, qu'on partage parfois, on partage le classement avec l'athlétisme et la natation, mais en tout cas, on est dans cette position-là. Il est vrai qu'en France, on a un petit peu un déficit d'image, donc on a, nous, des efforts à faire sur ce sujet-là. Mais vous savez qu'on a plusieurs activités, la gymnastique masculine, la gymnastique féminine, la gymnastique rythmique, le trampoline, sont autant de sports olympiques, donc on espère aussi, pour les Jeux de 2024, on espère que ça va nous donner une médiatisation un peu supérieure à ce qu'on a d'habitude. Alors en fait, on a un certain nombre d'échanges avec les territoires ultramarins. On a un certain nombre d'échanges qui nous permettent d'avoir identifié déjà un certain nombre de points sur lesquels on pourrait avancer. Et l'idée, c'est de faire un plan spécifique pour nos amis ultramarins. Donc ici, ce déplacement ici en Guadeloupe nous permet d'affiner un petit peu ce qu'on veut faire avec eux. Moi, ce que je veux dire à nos amis guadeloupéens, c'est que ce sont les hommes qui font la gymnastique. Et plus il y a d'engagement, plus il y a des hommes qui se respectent entre eux et qui collaborent entre eux, plus on a des chances d'aller vers le meilleur niveau, et en tout cas pour partager avec le plus d'enfants possible, le plus d'enfants guadeloupéens possible, et vers un meilleur niveau. C'est ça notre espoir commun.